Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du dimanche 9 juin 2024. Dans les actualités de ce jour, il a été décidé lors de la réunion du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Anrinofontaine, avec des responsables thaïlandais, que les lémuriens et tortues saisis en Thaïlande début mai seraient restitués à Madagascar au plus tard fin juillet 2024. Par ailleurs, la task force a été également créée au sein de laquelle Madagascar coopérera avec des pays d'Asie du Sud-Est dans la lutte contre la contrebande des espèces protégées. Plus de détails avec Miarvoulat Siviran. Le voyage du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Anrinofontaine, en Thaïlande a été un succès car les responsables thaïlandais ont accepté de restituer les lémuriens et tortues capturés en Thaïlande début mai dernier. Le rapatriement de ces animaux à Madagascar, qui est leur habitat naturel, est prévu au plus tard le mois de juillet prochain, selon l'accord entre les deux parties. Les animaux sont en bonne santé et bien soignés. Il y aura une relation entre les chercheurs malgaches et thaïlandais pour maintenir ce soin apporté à ces animaux, selon les explications du ministre Anrinofontaine. Les Comores et les pays d'Asie du Sud-Est, comme Taïwan, l'Indonésie et la Malaisie, ce sont généralement les pays par lesquels passent les trafiquants pour l'exportation de ressources naturelles en provenance de Madagascar. Lors de ce voyage du ministre de l'Environnement et du Développement durable en Thaïlande, une task force a été également mise en place, au sein de laquelle Madagascar coopère avec des pays d'Asie du Sud-Est dans la lutte contre la contrebande des espèces protégées. Le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères ont travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi qu'avec le secteur privé pour faciliter toutes les discussions en Thaïlande. Cela montre la solidarité de tous dans la protection des animaux et des espèces protégées contre les différents types de contrebande. 40 militaires au sein du corps de protection civile de l'armée malgache ont reçu une formation suivie de pratiques et d'exercices de sauvetage sur terre et dans l'eau à Manakar pendant 5 jours. Cette formation se distingue par le fait que ces militaires ont appris à manipuler et à entretenir les outils utilisés pour le sauvetage. Plus de détails avec Aniel Martina et Sech Andianabu. Une formation suivie d'exercices et de pratiques ont été octroyées aux militaires de la 2e unité de protection civile ainsi que les responsables gouvernementaux, membres du comité chargé de la gestion des risques et des catastrophes à Manakar du 3 au 7 juin dernier afin de renforcer leurs compétences et savoir-faire en matière de sauvetage, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Cette formation a été rendue possible grâce à la collaboration entre l'armée malgache à travers le corps de protection civile, le CPGU au sein de la primature, le BNGRC et la PNUD qui financent cette formation. En outre, il y a eu également une formation sur l'utilisation et l'entretien des matériels de sauvetage. Ils ont été également formés sur l'abattage d'arbres, l'ouverture de routes en cas de sinistre, les moyens de lutter contre les feux de brousse et les incendies. Cette formation s'est conclue par des mises en pratique et exercices sur terrain afin que tous puissent proposer une offre de secours de proximité. 30 militaires de la 2e unité de protection civile et 10 membres du comité de gestion des risques et des catastrophes ont reçu un certificat de fin de formation. Et cette semaine a été marquée pour Madagascar par le renforcement de la coopération avec le pays coréen à travers la participation du président de la République Anh Radzuen au sommet Corée-Afrique. Le président Anh Radzuen a renforcé la coopération entre les deux pays dans la promotion des secteurs stratégiques tels que les ressources minières et marines. Lors de son allocution, lors du sommet des affaires qui s'est tenu le 5 juin, il a exprimé la volonté et les efforts que Madagascar a déployés pour faire de l'industrie un gage de développement. Discours du président Anh Radzuen. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce Business Summit dans le cadre du sommet Corée-Afrique. Mais permettez-moi tout d'abord de féliciter le président Yoon Suk-yeol pour l'organisation réussie de ce sommet,
Un événement crucial pour le renforcement des relations, notamment économiques, entre la République de Corée et les pays africains. Ce sommet des affaires représente une opportunité pour nous de partager notre vision et de nos projets pour l'avenir des pays africains et de Madagascar, tout en explorant des partenariats mutuellement bénéfiques. Le thème de cette session, industrialisation et promotion des investissements, me tient particulièrement à cœur, car c'est la clé du développement. Les pays industrialisés comme la Corée jouent un rôle majeur dans le développement industriel et économique des pays africains en voie de développement comme Madagascar. Il ne peut y avoir de croissance économique sans création d'emplois. Et la création d'emplois ne peut être effective sans industrialisation à travers les entreprises, des usines de transformation et de production. Les pays développés sont les pays industrialisés. Les grandes puissances économiques mondiales sont connues pour leurs grandes marques multinationales. Par exemple, la Corée est dans les premiers rangs mondiaux dans l'industrie automobile et dans l'électronique. Des millions de consommateurs à travers le monde utilisent les marques comme Hyundai, Samsung ou encore LG. Ce qui fait de la Corée aujourd'hui la 13e puissance économique mondiale. Les pays industrialisés doivent investir dans les secteurs clés pour l'économie, tels que l'agriculture, les mines, l'énergie renouvelable et les infrastructures. Ces investissements créent des emplois et stimulent la croissance économique. À Madagascar, la politique générale de l'État se base sur 3 piliers prioritaires pour notre développement. Premièrement, la promotion du capital humain. Deuxièmement, la promotion de l'industrialisation. Et enfin, la bonne gouvernance. Ces piliers constituent les fondations sur lesquelles nous bâtissons notre avenir. La promotion de l'industrialisation et du capital humain est essentielle pour Madagascar, car nous croyons fermement que nos populations et surtout notre jeunesse sont nos plus grandes richesses. D'ailleurs, la population malgache, majoritairement jeune, constitue une main-d'œuvre dynamique et prête à contribuer à notre développement industriel. Chaque citoyen doit être utile pour sa famille, sa communauté et son pays. Car une personne sans emploi est un fardeau pour la nation, d'où l'importance de la formation professionnelle pour développer les compétences et la main-d'œuvre, afin que chaque personne soit une force de production et devenir un citoyen autonome. Raison pour laquelle nous investissons dans la formation professionnelle et technique pour que nos jeunes soient bien équipés pour les emplois de demain. Notre objectif est de produire et de transformer localement tout ce dont la population a besoin. C'est pour cette raison que je me suis personnellement engagé en faveur de l'industrialisation à Madagascar. Et d'ailleurs, mon engagement a été reconnu et primé par l'ONUDI, qui m'a décerné en 2020 le titre de champion de l'industrialisation en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar est une terre d'opportunités. Nous possédons une biodiversité inégalée, faisant de notre pays une méga-diversité. Cette richesse naturelle est un atout majeur pour le développement des secteurs comme l'écotourisme, l'agriculture durable et les biotechnologies. Notre potentiel agricole est immense, avec des terres fertiles, favorables à de grandes variétés de cultures. Nous avons également des ressources minières abondantes, prêtes à être exploitées de manière responsable et durable. De nombreux projets sont en cours de réalisation à Madagascar. Pendant la période de la pandémie, nous avons par exemple créé l'usine pharmaceutique Pharmalagas avec une ambition de devenir la plus grande usine de fabrication de médicaments dans l'océan Indien. D'ailleurs, nous sommes à la recherche de partenaires et firmes internationales dans ce domaine.
Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir atteint l'autosuffisance en farine de blé et les activités sucrières ont repris pour ne plus dépendre de l'importation. Mais nous avons également mis en place un programme dénommé ODOF, One District, One Factory. Donc nous allons implanter, industrialiser les districts de Madagascar. L'objectif est donc de créer des emplois et stimuler le développement industriel local. À ce titre, 56 unités industrielles sont actuellement mises en place à travers les 23 régions de la Grande Île. Dans le cadre des titres verts, nous avons octroyé à des paysans producteurs des terres agricoles de 1 hectare chacun et des animaux de ferme, dont des vaches laitières, pour leur assurer un revenu durable afin de réduire le taux de chômage chez les jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, l'industrialisation est la seule et unique voie pour un pays de se développer et prospérer. Avec la Corée, nous voulons créer une synergie bénéfique et mettre en place des partenariats solides qui favoriseront notre industrialisation. Je vous invite tous à découvrir les nombreuses opportunités qu'offre Madagascar et à participer à cette dynamique de développement. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir commun, prospère et renforcer notre partenariat qui profitera à nos nations et à notre continent tout entier. Je vous remercie de votre attention. En éducation, environ 400 élèves bénéficieront de formations pour la maîtrise de l'utilisation d'Internet et du monde numérique d'ici la fin de l'année. Au sein de l'EPP des 67 hectares, il s'agit d'un projet conjoint du ministère de l'Éducation nationale et du secteur privé visant à améliorer la qualité de l'éducation à Madagascar, le monde numérique qui est actuellement indissociable du quotidien des Malgaches. C'est Sylvain Anna Martina sur les images de Sech Anjera. Introduire les enfants malgaches défavorisés au monde du numérique. Le programme ITIR débutera à l'école primaire publique des 67 hectares avec un objectif ambitieux d'atteindre près de 400 enfants d'ici la fin de l'année 2024, selon les informations. En plus de fournir les formations, le secteur privé assurera également le transport des élèves. Ainsi, depuis ce mercredi, les enfants de cette EPP ont commencé à bénéficier de formations spécifiques pour les initier au monde digital, de la découverte des matériels à l'utilisation des outils de bureautique. Les formations, structurées en 4 modules, seront dispensées par une ONG et la Maison du numérique, composée de formateurs et d'étudiants bénévoles. Ce projet s'inscrit dans l'engagement continu du ministère de tutelle et le secteur privé pour le développement numérique à Madagascar, visant à faire de chaque Malgache un citoyen du monde digital et à inclure tous les segments de la population dans cette révolution numérique mondiale. À terme, IDIR prévoit de s'étendre à d'autres écoles primaires publiques et d'étendre le projet à d'autres régions de Madagascar en collaborant avec des partenaires locaux. Et jusqu'en 2025, 1000 enfants dans tout Madagascar seront ciblés à bénéficier de ce projet. IDIR est donc qualifié comme un projet pionnier pour l'éducation numérique des enfants malgaches, assurant ainsi la qualité de l'éducation qui leur sont transmises. Passons dans la partie nord de Madagascar. Aujourd'hui s'est terminée la journée internationale des régions 9e édition qui s'est tenue à Sambave, région de la Sava, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. La tenue de la GIR dans la région de la Sava a coïncidé pleinement avec les aspirations de la région en général, car c'est une région qui regorge de ressources mais qui manque d'appui technique et de conseils pour leur exploitation. La 9e édition de la GIR à Sambave a donc été un succès du fait des diverses coopérations conclues avec les partenaires techniques et financiers, avec les ambassadeurs des différents pays venus participer pour promouvoir la région à travers le monde. Reportage signé Nater Rakoutumav. La deuxième journée de la Journée internationale de la région, ou GIR, hier à Sambave, s'est poursuivie avec la participation de la diaspora malgache. Un atelier où les natifs de la région, habitant à l'étranger, ont participé au développement de leur région dans tous les domaines.
Il existe déjà des projets appuyés par la diaspora de la région Sava, comme la construction d'une bibliothèque municipale. La diaspora contribue également à la réhabilitation des routes régionales sous le leadership du gouverneur de la région. Hier après-midi, la journée internationale de la région s'est poursuivie avec la rencontre B2B. C'était l'occasion pour le ministère des Affaires étrangères de réunir des opérateurs et différentes organisations internationales, mais aussi les ambassadeurs, afin d'ouvrir la coopération dans de nombreux domaines, notamment dans le monde de l'exportation. À l'instar des îles voisines comme les Comores et l'île Maurice, qui ne peuvent être autosuffisantes en termes de production, mais doivent importer, cette rencontre a été une occasion pour eux d'ouvrir la voie aux opérateurs. En revanche, l'Union africaine attend avec impatience l'ouverture de l'accord ZLE-CAF pour permettre des relations commerciales libres avec ses 54 membres. Les responsables de la région ont confirmé qu'un comité a été mis en place pour traiter toutes les questions discutées lors de cette gire. La troisième et dernière journée s'est poursuivie aujourd'hui avec la visite des industries de transformation des produits vanillés et des entreprises de formation de la noix de coco par de nombreux ambassadeurs venus soutenir la gire durant les 3 jours. À noter que cette gire 9e édition a vu la participation de nombreux partenaires. Les collaborations ne s'arrêtent pas à cette gire, mais vont continuer dans de nombreux domaines. Et depuis le début de cette année, de nombreux programmes dans différents domaines ont été réalisés dans la région Fit-Vnan à travers le projet PIC3. Ainsi, les travaux de développement menés par le gouvernement et ses partenaires sont déjà visibles dans cette région, notamment le projet PIC3, l'aménagement de la gare de Manakar, a également démarré la semaine dernière. Reportage de Mirvoula Sfiran. Les différents travaux de développement qui sont réalisés avec le gouvernement central, ainsi que les aides des partenaires, sont tangibles dans la région Fit-Vnan, a déclaré le gouverneur général Razav Lucien. À titre d'exemple, les projets portés par le PIC3 dans la région y contribuent grandement. Le projet PIC3, qui est un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale. PIC3 se développe dans de nombreux domaines, comme le développement du milieu rural, la construction d'infrastructures, le tourisme et bien d'autres. Pour Fit-Vnan en particulier, tout cela a commencé le 15 janvier. Par ailleurs, la réhabilitation de la gare de Manakar, qui fait partie du projet PIC3, dans la région Fit-Vnan, a également démarré la semaine dernière. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, plus de 49 millions de Français sont appelés aux urnes afin de désigner 81 députés français au Parlement européen qui compte au total 720 membres élus pour un mandat de 5 ans. Reportage sur les images de France 24. Marseillais ont tenu à venir voter dès ce matin. Pour eux, se rendre aux urnes est un devoir de citoyen. Pour moi, c'est assez important de m'engager, de venir voter. C'est une façon de faire, de montrer notre voix et ce qu'on pense. Moi, j'estime qu'on a le droit de vote, donc c'est génial de pouvoir l'utiliser. Dans ce bureau de vote, tout près de la Canebière, c'est en fin de matinée que l'affluence grandit. Tandis qu'à Paris, certains ont préféré se lever tôt pour voter dès l'ouverture. J'ai 2 enfants, ma femme dort encore, donc j'ai fait ça pour aller plus vite et pour que ça se passe bien aujourd'hui. C'est le mieux, on est tranquille, il y a peu de gens, on est bien attendu et puis on a le temps de choisir. Parce que vous n'étiez pas décidé avant de rentrer? Non, je n'étais pas décidée. Les indécis changeront-ils l'issue du scrutin? À Strasbourg, cet électeur s'est décidé devant l'isoloir. J'ai eu un doute jusqu'au dernier moment, mais bon, je crois que mon choix est fait. Certains ont eu du mal à choisir parmi les 38 listes candidates. Il y en a vraiment beaucoup, et notamment de mon parti, c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de cumuler le voter utile et selon mes convictions. Les principales têtes de liste ont aussi voté ce matin. Marion Maréchal pour Reconquête, puis la candidate de la majorité Valérie Ayé. Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé sortant Place Publique, et Jordan Bardella pour le RN. Puis c'est à Versailles que François-Xavier Bellamy, candidat LR, a voté. L'écologiste Marie Toussaint était-elle à Bordeaux. Bureau de vote parisien pour l'insoumise Manon Aubry. Quant au communiste Léon Desfontaines, il a voté dans son fief à Amiens.
Le Parlement européen représente les citoyens des États membres de l'Union européenne. Il s'agit de l'unique institution européenne élue au suffrage universel direct. Son rôle s'est renforcé au fil des traités et aujourd'hui, le Parlement européen exerce 3 compétences fondamentales, dont le législatif, budgétaire et de contrôle de l'exécutif européen. France 24. À Bruxelles ou à Strasbourg, 720 députés élus pour 5 ans siègent dans l'hémicycle pour voter les lois européennes. Ces lois, on les appelle des directives. Si le Parlement européen n'a pas la compétence de proposer des lois, ça c'est le travail de la Commission européenne, il a tout de même un pouvoir législatif croissant dans le cadre de ce que l'on appelle la procédure législative ordinaire. Co-législateur avec le Conseil sur la plupart des questions, excepté celle de la fiscalité, le Parlement a adopté plus de 400 directives lors de la mandature 2014-2019. Les textes de loi présentés au Parlement puis au Conseil doivent être acceptés par les 2 institutions, faute de quoi ils font de nombreux allers-retours, allant parfois jusqu'au trilogue, une réunion à huis clos dans laquelle la Commission fait office de médiateur jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Autre compétence, le Parlement valide par un vote le choix du président de la Commission européenne et contrôle les qualifications des 26 autres commissaires, sorte de ministres du gouvernement européen. Il les auditionne, les teste sur leur connaissance des dossiers et peut même les recaler. Tout au long de son mandat, le Parlement peut aussi renverser la Commission en adoptant une motion de censure à la majorité des 2/3. Pour éviter cette motion de censure, la Commission s'enterre embourbée dans des problèmes de gestion, a par exemple préféré démissionner en 1999. Le Parlement exerce enfin un contrôle budgétaire sur le budget de l'Union européenne. Et l'armée israélienne a annoncé avoir libéré samedi 4 otages d'un camp de réfugiés dans le centre de la bande de Gaza où le mouvement islamiste palestinien Hamas a fait état de 210 personnes tuées. France 24. J'ai pu joindre en tout cas hier plusieurs contacts palestiniens qui se trouvaient à proximité du camp de Nuseirat lors de l'opération. Ils me décrivent un chaos total, des sons de guerre absolument terrifiants, puisque ce camp de Nuseirat, c'est là notamment que s'entasse la population déplacée. On sait que cette opération a commencé à partir de 11 h, à proximité notamment d'un marché qui est fortement fréquenté à ces heures-ci. Selon le bilan officiel du ministère de la Santé, on parle de 210 morts, 400 blessés. On rappelle que la bande de Gaza est rendue totalement inaccessible par l'armée israélienne aux journalistes étrangers notamment, et que dans ces conditions il est toujours difficile de vérifier ces faits indépendamment dans l'immédiat. Les vidéos qui émergent en tout cas ainsi que les témoignages des témoins corroborent cette version des faits côté palestinien, de nombreuses victimes civiles. La question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est celle d'une collaboration des Israéliens avec les Américains, puisqu'on a vu notamment sur les images que ces hélicoptères qui ont amené ces 4 otages israéliens vers Israël, ils sont partis depuis la plage devant la jetée temporaire construite par les Américains. Il s'agit d'un port construit il y a plusieurs mois déjà et qui, selon les Américains, n'a qu'une visée humanitaire. Il y a aussi des vidéos qui émergent et qui montrent qu'il y avait des camions vraisemblablement d'aide humanitaire. Selon un camion en tout cas, ce qui est certain, selon en tout cas les témoins palestiniens, il y aurait eu des forces spéciales israéliennes dans ces camions, même si pour l'instant, eh bien, les Israéliens démentent, les Américains aussi. Ils disent que le port temporaire n'a pas été utilisé hier à des fins militaires, mais qu'il y a eu une collaboration avec Israël d'un point de vue des renseignements. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'Israël, si Israël se félicite d'une des opérations les plus périlleuses de son histoire, l'une avec le plus de succès également, c'est aussi l'une des plus coûteuses en vies humaines palestiniennes, en tout cas depuis le début de la guerre. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre une émission spéciale. Et après cela, le film intitulé Godzilla Minus One. Au revoir à tous.